Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Hamza El Haej, étudiant en médecine à l'université Grégory Popa de Iași et président de l'association médicale des étudiants francophones de Iași. Avec lui, depuis Iași, donc, nous allons parler études de médecine, migration des étudiants, pratique de la profession, mais aussi de la seconde édition du Congrès international francophone de médecine et d'odontologie de Roumanie pour les étudiants et jeunes docteurs, dénommé Médicis 2026, dont Hamza est également président. Un événement qui aura lieu du 25 au 29 mars à Iași. Hamza El Haej, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas eu un invité ou une invitée depuis Iași, donc j'en suis ravi. Et puis, si c'est pour parler de ce beau domaine qui est le domaine de la santé, c'est encore mieux. Alors, si vous le voulez bien, nous allons précisément commencer par ce congrès qui va bientôt avoir lieu à Iași, où vous vous trouvez. Je lis sur la brochure de présentation que vous m'avez envoyée que l'objectif principal de cet événement, est, je cite, d'offrir aux étudiants et jeunes professionnels une occasion exceptionnelle d'enrichir leurs connaissances et d'échanger avec des experts dans un cadre propice à l'apprentissage et l'innovation. Alors, je vous laisse le présenter un peu plus en détail, ce congrès, cet événement. Alors, le Congrès international de médecine, le Congrès international francophone de médecine et d'odontologie pour les étudiants et jeunes médecins de Roumanie, Médicis, on organise la deuxième édition du 25 au 29 mars 2026. C'est un événement qui est initié par l'Association médicale des étudiants francophones de Iași sous l'égide de l'Université de médecine et pharmacie Grégory Popa de Iași, avec bien sûr le soutien de plusieurs institutions publiques ou privées comme le groupement des ambassades, délégations et institutions francophones de Roumanie, l'ambassade de France, l'Institut français ou même d'autres institutions, l'Agence universitaire de la francophonie. C'est un événement qui va rassembler plusieurs générations dans le domaine de la santé, que ce soit en médecine ou en odontologie, plus de 300 intervenants venus de plus de 25 pays, et donc ça sera un moment d'échange pour les nouvelles générations, ou plutôt les futures générations de praticiens de la santé, avec les actuels pionniers, et chacun dans leur domaine. C'est pas seulement un congrès, mais c'est également un grand événement parce qu'on a une partie scientifique avec plusieurs conférences plénières, workshops, ateliers pratiques et présentations orales, mais on a également une grande partie qui est culturelle avec des présentations à l'opéra, des cocktails, un grand gala de charité qui sera organisé le samedi 28 à destination d'une fondation, mais du coup c'est, comme je l'ai dit, un grand événement qui rassemble la science et la culture. D'accord. Alors la première édition, si je ne me trompe pas, a eu lieu en 2023. Qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce que vous avez envie de, peut-être pas nécessairement d'améliorer, mais qu'est-ce que vous avez envie d'apporter en plus par rapport à la première édition ? Alors la première édition qui s'est déroulée en mars 2023 a connu un très grand succès avec la participation de 900 étudiants ou jeunes médecins qui ont... J'en fais partie également, je faisais partie des participants où nous avons beaucoup appris sur la médecine mais également sur le côté humain du médecin. C'est-à-dire que durant le congrès, nous avons une activité qui s'appelle les discussions et du coup on a la chance de pouvoir avoir une rencontre avec nos intervenants, un petit comité de 20-25 étudiants où nous parlons de leur parcours, de leur profession, de leur expertise et du coup on se rapproche un peu plus du côté humain que du côté science et du coup c'est quelque chose que nous gardons pour cette édition mais grâce à nos invités pionniers et grands intervenants dans chacun de leurs domaines, nous aurons la chance d'être plus proche de l'humain pour cette édition. D'accord.
Alors, les étudiants francophones en médecine sont nombreux à Iași ou à Cluj. Ils viennent de Belgique, de France, du Maghreb, d'un petit peu partout. J'aimerais que vous nous parliez de l'actualité de ces étudiants étrangers en médecine ici en Roumanie. Alors, avant cela, je suis j'allais dire obligé de mentionner le triste événement qu'il y a eu, il y a plus de 10 ans, au printemps 2015, des événements malheureux qui avaient secoué votre communauté. Je me réfère au suicide de 2 étudiantes françaises et à la tentative de suicide de 2 autres qui, en fin de cycle en Roumanie, à Cluj et non pas à Iași, se sont sentis particulièrement discriminés de retour en France. On ne va pas revenir sur cet événement malheureux, mais aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, quelle est la situation? Comment vous les sentez, les étudiants? Est-ce que ce malaise d'alors a complètement disparu? Quelle est la situation? Alors, l'événement dont vous parlez est triste, mais il s'est déroulé, je pense, bien avant que moi j'arrive en Roumanie. Oui. Malheureusement, c'est un malaise, on va dire, qui n'a pas disparu à 100%, mais qui disparaît petit à petit avec les années. La formation francophone ou française ici en Roumanie a connu un très grand succès. Nous avons les reconnaissances des plus grandes institutions comme la WFME. Notre université est accréditée par la WFME, par la CIDMEF, par la CIDCBF, qui sont quelques-unes des plus grandes institutions de reconnaissance des études médicales et dentaires en langue française ou même à l'international en ce qui concerne la WFME. Donc oui, nous avons toujours des malaises au retour de certains étudiants, mais c'est quelque chose vraiment de minime. Nous avons l'occasion, personnellement j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs représentants, que ce soit en France, dans les pays du Maghreb, en Belgique, aux États-Unis ou autres, et qui font tous l'éloge de nos études et de nos formations, parce que lors de notre retour, on fait partie de ceux qui ont eu la meilleure formation, que ce soit la pratique ou la théorie, car il ne faut pas oublier que depuis la première année, on commence avec de la pratique, oui, pas sur des médecins, mais sur des mannequins. On a aussi beaucoup de stages d'observation durant la première année, donc depuis la première année, on est plongé dans le bain de la médecine. Et je suppose, Hamza El Raël, que en fait, ça dépend du pays de retour. Je crois que le problème est surtout en France ou éventuellement en Belgique, mais peut-être que dans d'autres pays, il y a moins ce genre de considération et tout se passe bien. C'est exactement ça. Le problème dépend du pays du retour. C'est-à-dire que on a tous besoin de médecins, on va dire, dans le monde. On connaît tous une pénurie de médecins, mais du coup, le fait de ne pas former assez de médecins, il faut qu'ils soient formés ailleurs, mais au retour, tout le monde est content d'avoir ces médecins sur leur territoire. Mmh. Alors, les jeunes médecins sont face à plusieurs pressions, ici comme ailleurs en Europe. Je pense notamment aux déserts médicaux où on leur demande de se rendre, en particulier au sein du monde rural. En tout cas, c'est le cas en France. Dernièrement, le gouvernement roumain, notamment le Premier ministre Ilie Bolojan, a demandé à ce que les étudiants en médecine restent un petit peu sur le territoire roumain après leurs études avant de partir éventuellement à l'étranger, parce que c'est un investissement qui a été fait par la Roumanie et leur éducation. Enfin, je ne sais pas trop où ça en est ce propos, si ça va être officiel ou pas. Et puis il y a le manque de financement chronique du secteur de la santé. Et je rappelle, ça c'est quelque chose qui personnellement m'a toujours assez frappé, que la Roumanie n'octroie que 6% de son produit intérieur brut à la santé, alors que la moyenne européenne est à un peu plus de 10%. Mais on ne va pas aborder tous les sujets. Sur les déserts médicaux, précisément, quelle est votre opinion? Est-ce que vous pensez que face à ce problème qui ne touche pas seulement la France, des jeunes médecins
devraient, au moins leurs premières années de pratique, pendant leurs premières années de pratique, se rendre dans des zones où il n'y a véritablement pas de médecin? Alors, comme je l'ai dit, on a toujours besoin de médecins. Mais en ce qui concerne les déserts médicaux, tout dépend de la spécialité choisie. C'est-à-dire que si on prend un praticien en chirurgie plastique, il aura absolument rien à faire Oui, effectivement. il aura absolument rien à faire, mais ce sera pas l'idéal en désert médical, mais plus un médecin généraliste, de la cardiologie, de la pneumologie ou autre. Mais oui, c'est peut-être l'occasion mais c'est toujours un avis personnel, c'est peut-être l'occasion pour eux d'avoir une pratique un peu plus, de pratiquer un peu plus, parce que dans les déserts médicaux, on est souvent le seul ou sinon 2, 3 seuls médecins, donc on a plus de pratique, on a plus de patients, on a plus de cas à voir. Peut-être pas tous les cas qu'on va avoir dans des grandes villes comme Paris, Marseille ou autres, mais ça reste des bons moyens d'apprendre, de se former. Oui, pour le début, c'est pas mal. Oui. C'est ça. D'accord, oui. Et en ce qui concerne le manque de financement, vous, quand vous entendez que, par exemple, la Roumanie n'octroie que 6% de son PIB à la santé, ou quand vous entendez qu'il y a des coupes budgétaires un petit peu partout en ce qui concerne la santé dans le secteur public, public en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire quand la santé, c'est peut-être le plus important? C'est sûr que c'est désolant d'entendre ça. Je ne suis pas un expert en finance ou pour pouvoir donner un avis sur le financement, mais c'est sûr que c'est désolant parce que on se retrouve soit par manque de moyens, soit par manque de main d'œuvre, on va dire, de médecins. Mais du coup, réunir les deux, se retrouver en manque de main d'œuvre et en manque de moyens, c'est encore entre guillemets pire. Et du coup, le médecin sur place ou le praticien se retrouve à devoir faire, je sais pas, 2 fois le travail qu'il doit faire avec du matériel moins bon ou encore pas assez de matériel. Et du coup, c'est les patients qui en subissent pas les conséquences, mais qui sont donc un peu lésés concernant leurs soins. Il y a un autre défi de taille, celui de l'intelligence artificielle, qui a déjà, il y aura toujours plus d'impact dans la pratique de la médecine. Alors, comment vous l'appréhendez? Je me rappelle d'un reportage sur Arte qui parlait qui faisait parler plutôt une radiologue qui disait que pour elle, c'était un vrai apport et que son métier n'était pas près de disparaître. Simplement, l'intelligence artificielle lui permettait de proposer des soins beaucoup plus adaptés. Vous, de façon générale, quelle est votre idée, votre opinion là-dessus? J'imagine que suivant les spécialités, l'impact sera plus ou moins grand. En fait, j'appréhende absolument pas la présence de l'intelligence artificielle dans la médecine. On la voit déjà de nos jours on en discute un peu dans nos études. On aura plusieurs intervenants qui vont en parler durant le congrès de la relation entre l'intelligence artificielle et leur spécialité, que ce soit de la psychiatrie, de la chirurgie robotique, de la chirurgie urologique, ou autre. Mais je ne l'appréhende absolument pas. Ça sera un moyen ou une aide pour nous, futurs praticiens ou actuels praticiens, dans le fait de pratiquer la médecine, mais ce n'est absolument pas un sujet à appréhender parce que, comme l'a dit, je cite, comme vous avez dit, la radiologue qui en a parlé dans le reportage, ça va seulement nous aider à faire notre travail. Ça ne pourra jamais remplacer un médecin parce que des fois, le médecin, il travaille. Oui, les connaissances qu'aura l'intelligence artificielle, ils seront toujours plus grandes que les connaissances qu'aura un patient, qu'aura un médecin, mais le cas que le patient présente sera toujours unique comparé à un cas qu'aura l'intelligence artificielle. Des fois, le médecin il travaille à l'instinct parce qu'il voit quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas voir. Et du coup, c'est des choses qui ne sont pas remplaçables. Et donc, ça aidera, mais ça ne remplacera absolument pas le médecin. Et pour l'instant, en tout cas, votre message serait plutôt même de prévenir le patient et de ne pas faire son propre diagnostic en utilisant l'intelligence
l'intelligence artificielle voilà, qu'il aura lu sur un moteur de recherche. Ça, c'est aussi quelque chose à dire. Il faut avertir que l'avis d'un médecin, d'un vrai médecin, pour l'instant en tout cas, est essentiel. C'est exactement ça, surtout que des fois, quand on va sur des moteurs de recherche d'intelligence artificielle et que j'ai pris l'exemple avec un ami la dernière fois, on a mis les symptômes et les signes cliniques qui présentait, et du coup à la fin on avait oui il faut faire ça, mais n'oubliez pas qu'il faut absolument aller voir un médecin pour en être sûr, parce qu'on n'aura jamais la certitude. Oui. Non, il y avait donc, quand même ça, si, oui. Si l'intelligence artificielle elle le dit, donc d'accord, d'accord. Nous dire le contraire. Ça c'est déjà pas mal. Pour revenir à ce congrès, donc l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, sera l'une des thématiques abordées. Quelles sont les 2-3 grandes autres thématiques que vous allez aborder pendant ce congrès? Alors, on va avoir la grande thématique de la cardiologie. On va avoir un grand axe sur la cardiologie cette fois, avec la présence de Pourquoi la cardiologie? Parce qu'on on est en train de voir avec... on a eu professeur Luc Ittinger, qui était recteur de l'université de Paris-Est Créteil. On va avoir professeur Ganem, qui est un très grand cardiologue interventionnel, qui a écrit le précis de cardiologie interventionnelle, et du coup c'est des soutiens de notre congrès, de notre association pour la première édition, et du coup grâce à eux, à nos partenaires, à nos sponsors, on va dire, on va avoir un grand axe sur la cardiologie. C'est une spécialité qui intéresse énormément d'étudiants, énormément de participants, et en plus de ça, avec l'aide de nos enseignants ici à IH, nos chefs de service de cardiologie, de médecine interne. Donc, on va proposer plusieurs workshops, conférences sur ce thème. Mais après, on va avoir vraiment toutes les spécialités de médecine et d'odontologie qui seront représentées. D'accord. Oui, l'odontologie, hein, donc donc tout ce qui, voilà, les études dentaires, hein, on peut, c'est ça, hein, l'odontologie. C'est ça, parce que l'odontologie, quand on entend odontologie ou médecine dentaire, tout le monde pense que c'est un dentiste, mais même au sein de l'odontologie, on a plusieurs spécialités, que ce soit l'orthodontie, l'implantologie, la pédodontie, vraiment une dizaine de spécialités, et d'autres spécialités qui sont en train d'apparaître petit à petit, comme en médecine, où on a des spécialités, des surspécialités, des sous-spécialités, mais du coup, on a toujours d'autres spécialités qui vont apparaître, et la médecine dentaire est vraiment tout aussi développée que la médecine en termes de spécialité. Voilà. Et vous, j'imagine que au sein de ce congrès, vous voulez, voilà, l'odontologie, voilà, elle n'aura pas une place secondaire par rapport aux autres spécialités. Ah non, absolument pas. Le congrès, il est vraiment en médecine, il est vraiment destiné aux jeunes étudiants et jeunes docteurs en médecine et en médecine dentaire, mais vraiment de la même manière. Ils ont exactement le même nombre de conférences, de workshops, de discussions, d'ateliers pratiques. Vraiment, ça aura la même place. Donc, intelligence artificielle, cardiologie, quelle autre thématique, peut-être plus culturelle, comme vous l'avez mentionné? On va avoir des activités culturelles, on va avoir des cérémonies d'ouverture, de clôture, avec la présence de nos participants, de nos intervenants, de nos professeurs, de représentants politiques, culturels, diplomatiques. On va avoir une représentation à l'Opéra National, au Théâtre Vasile Alexandrie à Iași. On va avoir également un grand gala de charité. Ce sera la 3e édition du grand gala de charité de notre association. Lors des deux précédentes éditions, nous avons eu l'honneur d'accueillir plusieurs représentants diplomatiques, culturels, politiques, ambassadeurs, ministres, directeurs d'institutions. Mais vraiment, c'est on va dire le cœur et l'âme de notre congrès, d'avoir une partie scientifique et une partie culturelle. Mais dites-moi, Hamza, j'imagine que vous avez aussi des examens à préparer. Est-ce que ça ne vous bouscule pas un petit peu dans votre agenda, ce congrès? Alors, ça bouscule un peu, parce qu'on est je pense, l'un des seuls congrès, si ce n'est le seul, à être organisé que par des étudiants. C'est-à-dire que nous avons bien sûr l'aide de nos enseignants, de nos professeurs, de notre université, mais on n'a pas d'organe annexe qui va nous aider à organiser. Ça bouscule un peu. On est un groupe de 10-15 étudiants dans le comité.
on est obligé de faire avec, mais si on sait s'organiser, si on sait allier entre les cours et l'organisation, bien sûr qu'on peut, on peut tout faire, mais notre université, nos professeurs sont très compréhensibles concernant le fait de, je dis pas rater un cours, mais parce que nos cours, quand on en rate un aujourd'hui, on peut le rattraper le lendemain avec une autre série ou un autre groupe, mais ils sont compréhensibles pour nous, le comité, de pouvoir être un peu plus flexible, c'est-à-dire sur nos emplois du temps. Et vous, Hamza, vous êtes en quelle année? Je suis en 5e année de médecine. Quelle spécialité? Pour l'instant, je suis encore en médecine générale. Oui. Je n'ai pas encore fini mes 6 ans de médecine. Et c'est ensuite, après les 6 ans, que je devrais choisir une spécialité. D'accord. Donc, il vous reste encore un an avant de faire votre internat, c'est ça? C'est ça, à peu près 1 an et demi. Vous avez déjà une idée de ce qui vous plairait? Je me penche un peu plus vers de la chirurgie cardiaque ou de la cardiologie interventionnelle. C'est une spécialité on va dire la chirurgie cardiaque depuis le plus jeune âge, mais avec le développement de la technologie de la cardiologie interventionnelle, j'hésite un peu entre les deux. Quand vous dites interventionnel, c'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis quelques années, on a la chirurgie cardiaque, on est obligé d'ouvrir le patient, de voir le cœur et de devoir travailler, mais depuis quelques années, on a la cardiologie interventionnelle où tout se fait sans devoir, entre guillemets, ouvrir le patient. C'est-à-dire qu'on fait rentrer des stents, des ballons qui nous permettent donc soit de remplacer des valves, soit de faire d'autres chirurgies, mais vraiment mini invasives. D'accord. Et ouais. Oui? Avec un temps de récupération plus petit que lors d'une chirurgie cardiaque. D'accord. Et autour de vous, les étudiants que vous connaissez, de façon générale, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la tendance, quelles sont les spécialités qui attirent le plus les étudiants en médecine aujourd'hui? Autour de nous, on peut remarquer quelques spécialités, on va dire, qui sortent du lot et qui attirent énormément d'étudiants. On a l'ophtalmologie, la dermatologie, la chirurgie générale, la cardiologie, comme je l'ai dit, et on en a encore quelques-unes, mais bon, celles qui intéressent le plus sont celles que je viens de citer. Mais il y a une bonne hétérogénéité. Vous trouvez que le choix des étudiants est suffisamment varié? Pour une moyenne, on va dire oui. Mais des fois, ça dépend des promotions. Il y a des promotions, on a un peu plus de monde qui veut choisir une spécialité. La promotion d'après, un peu moins. Donc, on va dire sur une génération, c'est un peu homogène. Mais sur chaque promotion, c'est un peu plus compliqué de dire que c'est homogène. Et des étudiants francophones que vous connaissez, non roumains, j'imagine que tous ont l'intention de rentrer dans leur pays respectif, ou est-ce que vous en connaissez qui ont l'intention éventuellement de rester en Roumanie? Alors, tout dépend. Si c'est pour faire leur spécialité, il y en a beaucoup qui restent en Roumanie, de plus en plus, suite à la réforme des examens d'EDN d'il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, pour l'accès à l'internat en France, qui est pas plus compliqué, mais on va dire qu'il commence depuis la 3e année pour les étudiants déjà en France, et du coup qui doivent passer l'examen au début de la 6e année en fonction, parce qu'il s'adapte, le programme s'adapte en fonction de la date d'examen, alors que nous, ici en Roumanie ou dans d'autres pays, on suit notre programme et du coup on doit également s'adapter au programme des EDN pour ceux qui veulent le passer. Mais pour après la spécialité, oui, la majorité veulent revenir dans leur pays d'origine. Donc, en fait, vous parlez de cet examen-là. L'EDN, c'est donc l'examen pour pré-internat, c'est-à-dire pour pouvoir faire son internat, c'est ça? C'est ça. Qui depuis l'année dernière, depuis 2-3 ans, il est divisé en plusieurs parties. On a la partie écrit, en fonction des résultats de la partie écrit, est-ce qu'on passe en rattrapage de partie écrit ou pas? Et ensuite, on a une partie pratique, qui sont les écosses. Et après, on a une partie 10% de la note qui sont égales à la participation, on va dire, extra-universitaire, tout ce qui est associatif, je pense, ou engagement
durant les études. En fait, c'est un examen. Excusez-moi, je vous pose la question parce que je ne connais pas la réponse. Je suis un peu novice par rapport à vos études. Après 6 années d'études de médecine, de toute façon, on va être interne. Ce qui se passe, c'est que si on a une bonne note à cet examen, on va pouvoir faire la spécialité qu'on avait choisie. C'est plus ou moins ça? C'est ça, en fonction du classement, on choisit en France, tout l'examen c'est en France. En fonction du classement, on choisit la spécialité qu'on veut et la ville où on veut pratiquer. C'est-à-dire, mieux on est classé, plus on a le choix. Alors que c'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Ah non, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. En Roumanie, il y a un concours qu'on passe après la 6e année, novembre après la cérémonie de diplôme, où on passe un concours et en fonction de la note obtenue, on va avoir, c'est-à-dire la spécialité X, on peut l'atteindre avec la note de 8, la spécialité 8 sur 10. Ici, la notation en Roumanie, c'est sur 10, c'est pas sur 20. Avec la spécialité Y, on peut l'avoir en ayant 7,5 sur 10. L'autre spécialité, on peut l'avoir en ayant seulement 9 sur 10, mais ça dépend de la spécialité. Ouais, mais c'est pas vraiment un concours, en fait. C'est si vous arrivez à obtenir la note qui permet de faire telle ou telle spécialité, c'est bon. Donc, c'est pas... Il n'y a pas un numerus clausus... comme dans un Bien sûr, examen. c'est en fonction du nombre de places disponibles. Aussi. On ne va pas prendre 100, 200 internes dans ce service. Également, oui, d'accord. Donc, c'est un petit... Enfin, c'est assez, à peu près pareil, quoi. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que vous avez envie de... J'ai l'impression que ça vous plaît, cet engagement associatif. Est-ce que vous avez l'intention de le poursuivre tout en pratiquant la médecine? Alors, je fais de l'associatif depuis que j'ai 14-15 ans. Donc, arrivé à 24 ans, j'ai toujours la même envie de faire de l'associatif. Donc, je pense que oui, je vais continuer tout en étant praticien. Peut-être pas dans la... Je sais pas encore comment ou quand, mais toujours rester dans de l'associatif. Aider mon prochain, on va dire, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et vous, Hamza, s'il y en a un, pays de retour, ce sera lequel? Ce sera le Maroc. Je suis marocain, né au Maroc, originaire du Maroc, donc le retour sera au Maroc. D'accord. Où ça, au Maroc? À Fès. À Fès. Qui est la capitale culturelle et historique. Magnifique. Oui, d'accord. Donc ça c'est prévu depuis la première année. C'est ça. Oui. Mais bien sûr, pas directement après les 6 ans. Bien sûr, aller faire ma spécialité, me former, acquérir de l'expérience et ensuite rentrer. Très bien. Hamza El Hayal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle la 2e édition de ce congrès international francophone de médecine et d'odontologie de Roumanie pour les étudiants et jeunes docteurs, Médicis 2026, qui aura lieu donc du 25 au 29 mars à Iași. Quelque chose d'autre à ajouter sur ce congrès? J'invite tous les étudiants, tous les jeunes médecins de Roumanie et même d'ailleurs de s'inscrire, de venir parce que c'est la chance pour eux ou pour nous tous de pouvoir rencontrer des pionniers, des grands noms dans leur domaine, de pouvoir pratiquer avec eux, apprendre grâce à eux et voilà. D'accord. Très bien, Hamza. Merci beaucoup d'avoir été au micro du soir. Et je vous souhaite un très bon congrès et une bonne continuation, évidemment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout depuis Iași pour ce soir. Nous vous souhaitons une bonne santé, évidemment. Je disais peut-être le plus important. Non, c'est le plus important. Et un bon week-end plein côte. Au revoir.